Sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. Décrassage. Bonsoir à tous, on est ravis de se retrouver pour ce nouvel épisode de Décrassage. Salut les gars. Salut Jérémy. On a la joie et l'honneur, je dirais, d'avoir vraiment une invitée exceptionnelle aujourd'hui. Et moi, je me sens personnellement très honoré de pouvoir l'accueillir. On va parler d'un sujet un petit peu grave. On va parler de la relation toxique entre Marie Pierce et son père, qui était son entraîneur et son manager pendant le début de sa carrière. Mais on va aussi parler de déjà ce qui a été mis en place pour l'accompagner et dénoncer ces choses-là, et puis aussi de ce qu'aujourd'hui elle a envie de vivre, de transmettre et de comment elle s'est reconstruite. Donc on va quand même aborder des choses positives ensemble. Ma première question pour vous, les gars, c'est est-ce que vous, dans votre pratique sportive, vous avez vu ou subi des comportements d'entraîneurs que vous jugez abusifs, que vous avez jugés abusifs? Alors moi oui, plusieurs fois, j'ai des parents qui se confient dans mon rôle d'aumônier, qui m'ont partagé des choses de coach, et j'ai constaté moi-même un entraîneur qui insultait ses joueurs. J'ai constaté que cet entraîneur qui a dû quitter le match à un moment donné parce qu'il était avec l'équipe réserve et voulait aller voir jouer les pros, quand il est parti, l'atmosphère a complètement changé sur le terrain. Ils étaient tétanisés avant, après ils étaient libérés, et je dirais pas son nom, mais ceux qui suivent les infos de la saison Ligue 1 2022-2023 savent que ce coach a été mis à pied. Voilà, donc c'est pour des faits similaires qui ont été dénoncés. Donc c'est vraiment des cas concrets qu'on trouve encore en 2023 sur nos terrains. À ma très petite échelle, dans mes jeunes années de basketteur, je pense que j'avais 9 ou 10 ans dans mon petit club, j'avais un entraîneur qui, maintenant avec le recul, avait des mots, pas forcément un comportement, mais avait des mots envers de petits jeunes qui jouaient juste au basket, moi pas trop bien. Qui en fait, là, en y repensant, était vraiment inapproprié. Et je me revois aussi pleurer en rentrant chez moi, de par mes mauvaises performances, ça c'est sûr, mais qui étaient bien accentuées aussi par les mots de cet entraîneur. Donc voilà, des petits souvenirs qui reviennent comme ça, quoi, comme ça peut en faire partie, malheureusement. Ok, merci d'avoir partagé ça, les gars. Alors, on va accueillir notre invitée, Marie Pierce, qu'on ne présente pas, mais que je vais quand même présenter. Donc, tu as été joueuse de tennis française de 89 à 2006. Tu as gagné 2 tournois du Grand Chelem, l'Australie en 95, Roland-Garros en 2000. Tu fais partie d'un cercle fermé de joueuses qui ont plus de 500 victoires en carrière, et aussi une victoire de tournoi sur chaque surface, donc ce qui montre aussi ton côté complet. Et puis ensuite, après ta carrière, tu as été capitaine adjointe de Fed Cup en 2017 aux côtés de Yannick Noah, et puis quelques saisons consultante TV pour Roland Garros. Déjà, comment est-ce que tu vas ? Bonjour tout le monde. Déjà, merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux, et puis ça va très bien aujourd'hui. Donc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as commencé le tennis et comment ça s'est passé pour toi ? Comment est-ce que tu as accroché avec ce sport ? Ouais, c'est une excellente question. En fait, je voulais être pédiatre à l'âge de 7 ans, je crois. J'adorais l'école, j'adorais les études. Et puis, c'était à 10 ans, avec une copine à l'école, une de mes meilleures copines, qui jouait très bien au tennis. Souvent, on allait faire les devoirs après l'école ensemble, soit je mangeais chez elle, elle me rentrait chez moi. Et puis, un jour, on devait faire nos devoirs ensemble. Elle avait un cours de tennis, et donc je l'accompagnais au club. Et j'attendais dans le clubhouse et je regardais tout le monde qui jouait, qui courait, qui tapait dans la balle, et je voyais qu'ils étaient tous sur un terrain, ils tapaient, ils couraient. Ça avait l'air d'être assez amusant. Et quelqu'un m'a vu et a dit est-ce que tu veux jouer ? Et j'ai dit oui, avec plaisir. Et on m'a dit prends ta raquette et va sur le court. Et j'ai dit j'ai pas de raquette. Ah, ok, d'accord, va dans la petite boutique en bas, demande pour une raquette et va sur le court. Ok, donc je descends, je demande pour une raquette.
Et la dame me dit, bah, tu joues avec quelle raquette d'habitude? Je sais pas, j'ai jamais joué. Donc elle m'a donné une raquette et elle m'a dit, ok, bah va au terrain là-bas. Donc elle m'a montré un terrain où il y avait un coach avec 2 jeunes qui avaient la moitié de mon âge, je crois que 5 ans. Et le coach, il lançait la balle à la main, il montrait comment tenir la raquette, comment frapper la balle, etc. Et j'ai dit, bah, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'aller sur l'autre terrain où il y a tous les jeunes qui courent, qui tapent, qui jouent un jeu. Bref, j'étais sur le terrain et le coach m'a montré comment tenir la raquette. Il m'a lancé la balle. J'ai tapé la balle. Elle a passé le filet et elle est entrée dans le court. Et puis il me regarde, il me dit, qui t'a dit de venir ici? J'ai dit, bah, la dame dans la boutique qui m'a donné la raquette. Il m'a dit, non, c'est pas le bon terrain, va sur un autre terrain. Donc j'ai bougé de terrain. 5 minutes plus tard, le coach me regarde, il me dit, mais qui t'a dit de venir ici? J'ai dit, bah, le coach sur le côté, là-bas, l'autre terrain. Il m'a dit, non, c'est pas bon, va sur l'autre terrain. Donc j'ai changé de terrain. 3e terrain, toujours pas le terrain où il y avait ma copine et tous les autres qui couraient, qui tapaient dans la balle, le jeu que je voulais faire là-bas. Bref, je reste sur ce terrain une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à la fin, il y a tous les jeunes qui font des services, des points et tout. J'avais jamais fait ça, donc j'essaie toujours d'être le dernier pour regarder, imiter et faire comme les autres. Et quand j'ai fini, bah, je cours, je cherche ma copine et je vois un homme très grand qui vient vers moi et me dit bonjour, je m'appelle, je suis le prof du club ici. Et ben, je t'ai jamais vu ici, tu as quel âge, comment tu t'appelles, ça fait combien de temps que tu joues au tennis? Je dis, bah, je m'appelle Marie, je suis d'ici, j'ai 10 ans, je suis copine de Rachel, ça fait, je sais pas, 45 minutes que je joue au tennis. Il me dit, non, mais ça fait combien d'années? J'ai dit, non, c'est le premier jour. Il m'a dit, d'accord, reviens demain avec tes parents. Je fais, ok, je pars en courant, je vais voir ma copine, je dis, ah là, je crois que j'ai fait une bêtise, je dois revenir demain avec mes parents et tout. Et puis, voilà, le lendemain, on retourne. Je vois mes parents qui parlent avec le coach et avec l'entraîneur. J'attends. Et puis, je crois que j'ai fait une grosse bêtise, etc. Mais non, pas du tout. En fait, on vient vers moi après en me disant, voilà, Marie, tu vas faire comme ta copine et tu vas jouer au tennis après l'école 3 fois par semaine, 1 heure. Donc, je dis, ok, d'accord, je fais ce que mes parents me disent. Donc, j'ai commencé à jouer au tennis comme ça. Ok, ok, c'est un peu la copine qui va avec sa copine dans un casting et qui devient la star du film. Juste avant, justement, tu as fait un bon effet teasing avant de parler de comment ça s'est enclenché pour toi. J'aimerais laisser la parole à Thierry qui va nous parler des relations parents-enfants dans le sport et puis après on reviendra sur ton histoire. Alors, le fait qu'un parent, un père ou une mère entraîne son fils ou sa fille, c'est quelque chose d'assez courant dans le tennis. On pense à toi, Marie, on pense aussi aux sœurs Williams et on pense aussi, plus proche de chez nous, encore à Marion Bartoli et à son père Walter, lui le médecin de profession qui a arrêté son activité pour le tennis et pour entraîner sa fille. Lui qui n'avait jamais touché une raquette de sa vie, comme cela est relaté dans un article paru dans le quotidien 20 minutes en 2011, intitulé « Les bonnes recettes de Walter Bartoli ». Lui qui a toujours, c'est lui qui le dit, mis l'accent sur la préparation physique, le talon d'Achille de sa fille. Elle y consacrait 3 fois plus de temps que ses collègues afin de compenser un manque d'explosivité, confiait-il alors. Le quotidien 20 minutes s'interrogeait alors sur ses méthodes d'entraînement et sur comment cet homme inconnu du tennis a pu maintenir sa fille au plus haut niveau. La réponse, on peut beaucoup plus discuter puisqu'on est tout le temps ensemble. Elle ne suit qu'un chemin, c'est un énorme avantage. Toujours Walter Bartoli. On pense aussi à des histoires douloureuses comme Jelena Jokic, qui a été battue par son père, qui était son coach, réconciliée et pardonnée depuis. C'est ce qu'elle confiait à la RTBF en 2011. J'ai voulu voir ensuite, après le tennis, voir ce qui se passait en dehors de ce sport, et notamment dans les sports collectifs. Et je suis tombé sur cet article de Ouest France qui date de juillet 2021. Le contexte, on est en plein dans les Jeux Olympiques de Tokyo, et un certain Kevin Tilly est l'un des maillons forts de l'équipe de France de volley, entraîné par son père, Laurent Tilly. Père et fils vivaient alors leur 2e Olympiade.
En tant que fils, je remarque plus ses reproches et lui voit davantage mes fautes, confie alors Kevin, qui a pu être accompagné par ses coéquipiers, qui eux aussi avaient eu leur père comme entraîneur, comme Erving Ngapet, avec son père, l'ancien international Eric Ngapet, qui lui se confie, cette relation est intime et dépend de chacun. Par exemple, mon père à l'entraînement n'était pas trop sur mon dos, mais comme je vivais chez lui, c'est le soir que tout se passait. Chez les Tilly, en tout cas on l'assure, on ne parle pas voler quand on est tous les deux à la maison. Lui n'avait pas envie de retrouver son fils sous ses ordres, c'est en tout cas ce que déclarait Pascal Gastien, le coach de Clermont, au micro de Canal+ en 2018, quand la direction a demandé le recrutement de Johan Gastien, son fils. Père et fils qui avaient déjà travaillé ensemble 5 ans auparavant à Niort. Entre-temps, le fils est devenu capitaine de l'équipe de Clermont, qui évolue en Ligue 1, mais ça ne semble pas poser de problème, de soucis dans le vestiaire, et leur relation est bonne. L'histoire semble belle, alors pourvu que ça continue. Merci Thierry pour ce tour d'horizon des relations enfants-parents, même s'il y en a encore beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Parce que toi, tu as vécu ça et tu l'as même subi un peu de plein fouet, Marie. Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc, suite à cette petite histoire que tu nous as racontée ou comment tu commences le tennis, ton père arrive très vite dans la boucle. Comment est-ce que ça s'est mis en place ? Très intéressant, bonne question. Alors, depuis que ce coach a parlé avec mes parents, j'imagine qu'il a dû dire votre fille a un don, ou elle est douée, je sais pas. Donc mon père était là depuis la première leçon que j'ai prise quand j'ai commencé le tennis. Il était là, il était au bord du terrain quand j'avais mes leçons avec l'entraîneur. Il regardait tout. Il écoutait tout. Et en plus de ça, il commençait à se renseigner sur le tennis. Donc, ça veut dire qu'il prenait tous les livres de tennis de tous les meilleurs entraîneurs dans le monde. Il lisait sur la technique, sur les exercices qu'on peut faire. Il regardait tous les matchs à la télé. Il les enregistrait tous. Il recevait le magazine de tennis tous les mois. Il lisait tout. Donc, il était très présent et puis le week-end, il avait une grosse panier, en fait les paniers les caddies de supermarché, et, remplis de balles de tennis. Et puis le week-end c'était ça, on allait sur les terrains municipaux ici aux États-Unis, on était en Floride à l'époque et c'est gratuit, donc tu passes la journée, quoi. Et il a tapé la balle, quoi. Oui, il me lançait la balle et on répétait. C'était beaucoup de répétitions, beaucoup de balles, beaucoup de paniers, beaucoup de techniques au début. Et puis, non, il était présent tout le temps. Depuis le début. Il y a une phrase qui sonne, une citation que j'ai lue sur toi où tu dis « Le tennis m'a volé une partie de mon enfance ». Est-ce que c'est ça ton enfance qui est un peu volée en éclats, c'est-à-dire tous les week-ends à taper dans la balle ? Qu'est-ce qu'elle signifie cette phrase pour toi ? En fait, quand on pense à un enfant, c'est quoi ? Moi, j'ai commencé le tennis à 10 ans. Mon père était mon entraîneur de 10 à 18. Donc, ces années de 10 à 18, c'est l'enfant qui développe, qui va à l'école, qui passe du temps avec des amis, des copains, des copines, etc. Mais moi, ma vie était complètement différente. Dès que j'ai commencé le tennis, c'était le tennis. Et tout ce que je faisais, c'était pour que je sois la meilleure joueuse de tennis possible depuis un très jeune âge. Donc, j'avais pas droit d'aller avec mes copines je sais pas, faire du vélo dehors parce que ça va me fatiguer, il faut que je me repose. J'ai pas le droit d'aller faire du shopping parce que non plus ça va me fatiguer. J'ai pas le droit d'aller au cinéma parce que c'est pas bon pour ma tête, il faut que je reste concentrée. Même avec tout ce que je mange, j'avais pas le droit de manger rien avec du sucre, pas des glaces, gâteaux, pas des bonbons, pas de choses comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices
pour que je puisse voilà, jouer au tennis et pas faire les choses comme les autres de mon âge. Et est-ce que justement tu as vu un changement chez ton père? Parce qu'avant il était beaucoup plus cool, puisqu'ici t'a laissé aller découvrir le tennis par toi-même, tu avais une forme de liberté. Et est-ce que là, tu as vu un changement chez lui et au départ c'était positif pour toi, ou tu l'as mal pris et t'essayais de lui dire bah papa, j'aimerais bien retourner jouer dans les champs avec les copines? En fait, je sentais que je pouvais pas dire non. Même si je ne voulais pas jouer au tennis, des fois que j'avais pas envie ou je voulais être avec mes copines ou faire autre chose, je sentais que j'avais pas le choix. Je sentais que j'étais obligée de le faire en fait. Et c'est lui qui voulait que je le fasse. Et pas seulement de jouer au tennis, mais il fallait que je joue bien tout le temps. Et il fallait que je gagne, que je performe. Et ça, c'est très très dur parce que quelques mois après que j'ai commencé le tennis, on m'a dit, bah voilà, tu vas commencer à jouer des compétitions, des tournois. Alors là, j'avais pas du tout envie de faire ça. Parce que déjà, quand j'avais des petites compétitions à l'entraînement, des petits matchs ou des points, des jeux comme ça, mon père, comme il était toujours là à bord du terrain, bah, il était très compétitif et très dur avec moi et très, comment dire, abusif. Donc, c'était verbal, c'était émotionnel, c'était physique et j'avais peur. Et, Et j'avais... Ouais, vas-y. et est-ce qu'avant tes 10 ans, est-ce que là tu as découvert une nouvelle facette de ton père? Est-ce qu'avant tes 10 ans, ton père il était plutôt cool, ou c'était la même chose à l'école? En fait, il était la plupart du temps, il était assez cool, gentil, mais j'ai quand même des souvenirs de lui à partir de 5 ans, je crois, où il y avait de la violence dans la maison et avec ma maman, il était abusif avec ma maman. Je me rappelle des quelques souvenirs où j'avais peur, où j'entendais des choses. J'ai une souvenir quand il m'aidait avec mes devoirs. Je pense qu'il m'a aidé une fois. Parce qu'après, il était très impatient et ça m'a fait un peu peur. Et donc, je voulais plus qu'il m'aide avec mes devoirs. Est-ce que, alors, suite à ton début en compétition, tu as une progression qui est assez fulgurante. À 12 ans, je crois, tu remportes des tournois nationaux aux États-Unis. Donc, tu rentres rapidement dans enfin voilà, dans le top, dans le gratin très très jeune. Quel a été le point de rupture? Parce que dans ce que tu dis, on a l'impression que très rapidement, tu vois qu'il est abusif. C'est pas comme si tu t'en rendais compte à un moment. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a un point de rupture à un moment et là, tu dis stop, on arrête les frais? Oui, c'était très dur parce que, bah, comme tu dis, à 12 ans, j'étais première en Floride, première aux États-Unis, deuxième mondiale. Et à 13 ans, mon père voulait que je passe professionnelle, mais il fallait attendre avoir 14 ans. C'était la règle sur le circuit WTA. Donc, en fait, c'était de pire en pire. Et le comportement de mon père envers moi et mon tennis, etc., ça s'aggravait et c'était de pire en pire. Et je pensais que, tu vois, avec l'âge, avec les résultats, que je joue de mieux en mieux, je gagne, mon classement monte, je pensais qu'il allait peut-être me lâcher un petit peu. Toi, tu Et pas pensais que être plus tu allais aussi... gagner, plus tu allais être tranquille, en fait. Le moyen d'être Oui, tranquille, c'était de gagner, quoi. oui, Ouais, oui, complètement. ouais. Si je gagne, il me laisse tranquille. Ouais. C'était le seul moyen que tout se passe bien Hmm. dans la vie et sur le terrain, que je gagne et que je joue bien. Même quand je gagne et si je joue pas bien, Ah, bah, il n'était pas content. Donc, il fallait aller sur le terrain d'entraînement après les matchs, même si je gagnais, passer des heures, etc. Donc, non, c'était très dur, très, très dur. Et je sentais comme si je vivais l'enfer sur Terre. hmm. Et j'avais pas tout le temps, et pas seulement sur le terrain de tennis, mais aussi à la maison. Et c'était dur. C'était très, très dur. À l'âge de 16 ans,
Je pense que c'était 16 ans. Je me rappelle, je me suis dit, j'en peux plus. Je peux plus vivre comme ça. C'est impossible. J'ai eu des pensées assez graves. Soit j'ai dit, je vais tuer mon père, ou je vais me tuer moi-même, ou je vais partir de la maison, parce que c'est pas possible. Je peux pas continuer de vivre comme ça. C'est impossible. Et après, je me suis dit, bon, toutes ces choses-là, je peux pas, ok, d'accord, donc je fais quoi? Bon, je vais attendre que j'ai 18 ans. Voilà. Donc, quand j'ai 18 ans, je vais partir. Parce que là, je suis adulte et voilà. Donc, ça s'est fait à Roland-Garros, en fait, quand j'avais 18 ans. Je me rappelle, j'étais dans les vestiaires après un match. Et pour moi, les vestiaires, c'était un endroit où je me sentais en sécurité. Parce que mon père, il n'avait pas le droit d'entrer. Ouais. Donc, je traînais, on va dire. Je traînais dans les vestiaires. Prenez ton temps. Le plus que je pouvais parce que je me sentais en sécurité. Et il y avait une dame qui travaillait sur le circuit WTA. C'était comme une mère pour tout le monde sur le circuit. Elle m'a vue, parce que ça se voyait, hein, les gens ils voyaient sur le circuit mon père qui criait sur moi, qui me frappait. Et puis bon, mon père, il a aussi eu des bagarres avec d'autres parents de joueuses, etc., en junior, etc. Donc, et j'avais souvent des bleus au bras. Et ça se voyait. Et puis, je me souviens, un jour, j'étais dans le vestiaire, et c'était à Roland-Garros, et elle me voit, je suis assise, et elle vient vers moi, et elle me dit « Ça va ?» Et j'ai juste tourné la tête, droite, gauche, comme ça, en disant non. Et elle m'a dit « Est-ce que tu veux de l'aide ?» Et j'ai fait avec ma tête en bas comme ça, j'ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Ok ». Donc, elle m'a dit « On peut mettre quelque chose en place, si tu veux, si tu es d'accord. Ton prochain match, je vais être là, avec une équipe de sécurité. Et si jamais ton père il fait quelque chose qui est hors des règles, etc., qui dérange le jeu, on va le faire sortir du stade. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça te va? Je dis oui. Ok. Donc, le prochain match, je joue contre une joueuse, je pense qui est un peu moins bien classée que moi. Je perds le premier set. Alors là, mon père, il se lève dans le gradin, il crie, il m'insulte, il m'engueule, il crie, il insulte mon adversaire. Je suis super embarrassée. Je ne peux pas croire qu'il fait ça. Et donc, je regarde la dame, elle me regarde, elle fait signe comme ça avec sa tête, je fais comme ça avec ma tête, oui. Et il y a la sécurité qui vient pour sortir mon père. Alors, mon père, il a fait toute une cinéma. Marie, dis-leur de me lâcher, je suis ton père, etc. etc. Il crie, en plein match, il ne veut pas partir. En plein ah match. Oui, en plein match. Ouais. Plein match, dans le jardin et tout. Et donc, le jeu était arrêté pendant une bonne 5 minutes au moins. Et puis, ils ont réussi, mes deux gars étaient très grands, costauds, ils ont réussi à faire sortir mon père du stade. J'ai continué le match, j'ai gagné le match, je ne sais même pas comment j'ai fait. Et après, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que mon père, mais là, il va être très en colère, il va me tuer. Parce que j'ai rien fait, j'ai pas arrêté. Donc, j'avais très peur. J'avais très, très peur. Et il y avait ma mère et mon frère qui étaient avec moi, parce qu'on voyageait nous 4 sur le circuit. Et après le match, j'ai vu la dame qui m'a aidée avec la WTA et tout. J'ai dit, mais non, on fait quoi? Parce que j'ai peur pour ma vie. Elle me dit, t'inquiète, on va mettre des gardes du corps, etc. autour de toi. Donc, ça s'est fait comme ça. Je suis entrée à l'hôtel avec des gardes-corps, passés par derrière, etc. Mon père a essayé de rentrer, il ne pouvait pas. J'ai réussi à le voir dans le lobby de l'hôtel avec les gardes du corps, avec ma mère et mon frère. Et j'ai dit, tu sais, papa, je pense qu'il vaut mieux que, tu arrêtes d'être mon entraîneur parce que c'est en train de détruire notre famille. Et il vaut mieux qu'on arrête. Et il a dit,
OK, Yannick, David, à ma maman et mon frère, allez, on rentre en Floride. Et ma maman a dit non, je reste avec Marie. T'es pas très d'accord. Donc, heureusement qu'elle a pu rester avec moi et mon frère aussi. Et pendant 2 ans, j'ai eu un garde du corps tout le temps, 24 heures sur 24. Et j'avais aussi un restraining order, je ne sais pas comment dire ça en français, mais quand on va à la police et on dépose un document où la personne n'a pas le droit de venir à 500 mètres. Donc j'avais ça et j'avais un garde du corps. Et pendant 2 ans, j'ai pas vu mon père une fois et j'avais plus envie de le voir en fait. Mon père, je le détestais, j'avais peur de lui, je voulais plus le voir. En novembre 92, le Conseil du tennis féminin édicte une nouvelle règle appelée en coulisses amendement Jim Pierce, qui permet d'interdire l'accès au tournoi de toute personne de la famille ou de l'entourage qui crée des incidents au bord des cours. Toi, comment tu as entendu parler du fait qu'il y a eu un amendement? Comment tu l'as pris à l'époque? Oui, j'ai entendu qu'ils ont fait cette règle-là, nommée après mon père. Et en fait, j'étais très contente parce que je me suis dit, enfin, oui, il faut mettre quelque chose en place. Tu vois, pour qu'il n'y ait pas des gens qui perturbent le jeu, mais aussi pour aider et protéger des athlètes qui ont besoin d'aide et de mettre les choses en place. Donc moi, je suis très connaissante pour cette dame, Georgina Clark, qui est plus avec nous, mais qui m'a aidée ce jour-là pour sortir de cette cauchemar, quoi, de cette vie. Donc j'étais très reconnaissante qu'ils ont commencé à mettre des choses en place et que depuis ce moment-là, mon père, il n'avait plus le droit de rentrer dans aucun tournoi de tennis. Ça m'a aussi protégée, même si j'avais un garde du corps et cette restraining order, comme quelqu'un du public, il achète une billet, il rentre. Mais heureusement qu'il y avait cette règle. Et en plus, ils avaient sa photo. Donc, tous les guichets, dans tous les tournois, il y avait sa photo. Pourquoi que si ce monsieur vienne, parce que s'il peut, il va dire, il change son nom, par exemple, pour rentrer, il a la photo. Donc, ils savent que ce monsieur-là, on ne peut pas lui vendre pour rentrer. Bon, quelque part, ça a aussi signifié la fin de la famille, puisque du coup, en étant sorti comme ça en plein milieu du tournoi, du coup, il y avait plus de... Enfin, ta famille a implosé quelque part. Complètement, complètement. Mon père, il est retourné en Floride et avec ma maman et mon frère, on est resté en Europe et on essayait d'aller dans des endroits vraiment inconnus, des petits villages pour essayer qu'ils ne nous trouvent pas. Et c'est là où ma maman a décidé de demander le divorce, qu'elle n'a pas eu le courage de le faire avant. Mais ma maman a demandé le divorce de mon papa et mes parents sont divorcés. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et du coup, comment ta relation, elle a évolué avec ton père? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pu vous retrouver pour discuter ensemble? Est-ce qu'il s'est assagi à un moment donné? Alors, quand j'ai gagné l'Open de l'Australie en 95, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, c'est ma première grande charge, j'ai gagné. Mon père, quand même, il m'a entraîné pendant 8 ans. Quand même, m'a entraîné. Il a une part dans cette victoire. Donc, je dis, OK, je vais le voir. Avec mon garde du corps, dans un endroit très public, avec beaucoup de gens. Mon père s'est remarié. Il est venu avec sa femme, juste pour lui montrer le trophée et pour dire, voilà, tu avais une part dedans, merci. C'est tout. Je l'ai vu 5 minutes et c'est tout. Je ne l'ai pas revu après. Et comme j'ai dit, je ne voulais plus le revoir parce que je le détestais, j'avais peur de lui. Et donc, c'était en mars 2000 que j'ai rencontré le Seigneur, que je suis devenue chrétienne. Et c'est ce moment-là où le Seigneur me parle et me montre mon cœur. Et le Seigneur me dit, je veux que tu pardonnes ton père.
Et là, j'ai dit, non. Pas possible. J'ai là, non, je crois pas, c'est trop dur. Il était trop méchant, il a fait trop de choses qui m'a fait trop mal, j'ai trop souffert, c'était trop douloureux, trop méchant, trop longtemps. J'ai dit non, c'est pas possible. Et le Seigneur m'a dit, mais moi, je te pardonne de tous tes péchés. Tu es qui pour pas pardonner? Ouf, c'est allé droit dans mon cœur. J'ai fait oui, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Mais j'ai dit, tu sais, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai besoin d'un miracle. Parce que là, moi, je peux pas me pardonner comme ça. Et oui, j'ai eu ce miracle que j'ai pu pardonner mon père. Et après ça, je sais que je suis appelée à aimer. Et je sais que Jésus aime mon père. Et je savais que moi, j'aimais pas mon père. Même si je l'ai pardonné, je l'aimais pas. Et je dis, OK, Seigneur, là, j'ai besoin de ton aide parce que là, je sais que j'aime pas mon père. Je sais que je suis appelée à aimer. Donc, donne-moi ton cœur et ton amour pour mon père. J'ai besoin d'un autre miracle. Et le Seigneur a fait ce miracle où pas seulement mon père, mais que je l'aimais, le cœur et l'amour de Jésus que j'ai pour lui. Et c'était miraculeux. Comment dans ma vie, il a complètement guéri mon cœur. Toutes mes blessures du passé, tout ce que j'ai vécu, il a enlevé, il a guéri, comme si ça s'est jamais passé. C'était quelqu'un d'autre, une autre vie. Et notre relation avec mon père était réconciliée. On a commencé à se revoir. Donc j'avais 25 ans. Et au début, c'était pas facile. Parce qu'au début, il venait avec sa femme. Comme je dis, il s'est remarié. Et il commençait à, pas être très gentil, à dire des choses pas sympas, pas respectueuses, etc. Et je dis à mon père, je dis, voilà, moi je t'aime, je veux une relation avec toi, mais si on va avoir une relation, il faut que tu me parles gentiment avec du respect. Sinon, on ne peut pas avoir une relation, on ne peut pas être ensemble. Et beaucoup de fois au début, j'ai dû aller à ma porte d'entrée de la maison et lui dire qu'il avait besoin de partir. Et plusieurs fois, il est parti. Et au fur et à mesure, des fois, après, il m'a appelé, il me dit, ah oui, ma femme m'a dit que je dois te dire que je suis désolée et je te demande pardon. Il assumait pas trop. OK, papa. J'ai dit, OK, papa, t'inquiète pas, je t'ai pardonné déjà, il n'y a pas de problème. Donc, au fur et à mesure, il a compris que si on allait être ensemble, avoir une relation, que c'était comme ça, avec du respect, avec de l'amour, etc. Et notre relation s'est reconstruite. Et on a eu des très belles moments de père et de fils, de filles. Et on aimait beaucoup jouer au backgammon ensemble, regarder des films, manger ensemble. Et en février 2016, mon père était diagnostiqué avec le cancer des vessie. Et j'étais avec lui depuis le premier rendez-vous médical. Et il avait très peur de la mort, très peur de tout ça. Et donc, j'étais avec lui pour tous ses traitements, ses opérations, ses soins, toujours été là à côté de lui. Et un jour, il était à l'hôpital et j'étais à côté de lui dans son lit. Et je dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as mal? Parce que souvent, il avait mal, etc. Donc, il fallait lui donner des médicaments pour la douleur. Et là, il me dit, non, Marie, j'ai pas mal. Je dis, mais pourquoi tu pleures alors? Il m'a dit, pourquoi tu m'aimes autant? Et là, j'ai dit, parce que tu es mon père, parce que je t'aime. Et parce que c'est l'amour de Jésus, c'est Jésus. Il t'aime. Et c'est son cœur et son amour pour toi. Et ça a vraiment touché son cœur. Et mon père a aussi demandé pardon pour ses péchés. Il a donné son cœur au Seigneur. Et 6 mois plus tard, il est parti. Il est mort en avril 2017. Mais quand il a donné son cœur au Seigneur, c'était un homme différent. Il était en paix, il était calme. C'était quelqu'un de calme, il n'avait jamais de problème, tout allait bien, il n'avait plus peur de la mort, il était gentil.
Et même quand les autres autour de lui s'énervaient, il dit non, non, pas besoin de vous énerver. Le jour et la nuit. On a quoi. passé des... Hmm. Oui, complètement. On a Mm. passé des très beaux moments ensemble. Juste avant justement de basculer sur aujourd'hui et tout ce que ça a pu t'apporter aujourd'hui dans ta carrière et tout ce que ces difficultés ont construit en toi, il y a une question que je suppose on t'a déjà posée, et puis je vais prendre aussi une citation de Loïc Courteau qui est un entraîneur reconnu aussi dans le tennis et qui dit si elle avait eu une vie personnelle et familiale plus stable, plus sereine, elle serait allée plus haut. Mais en même temps, c'est son histoire si particulière qui a fait d'elle une championne. Et c'est vrai que je pense qu'on a déjà dû te la poser la question. Si de 12 à 18, tu n'avais pas eu ton père comme entraîneur, est-ce que tu penses que tu serais allé... Enfin voilà, tu aurais eu cette place de numéro 1 mondial, par exemple, qui t'a toujours un petit peu échappé. Est-ce que tu penses que tu aurais eu encore une plus belle carrière ou pas? Qui sait? Non, moi je veux une vraie Qui sait? réponse. Je sais pas. Non. Qui sait? Je sais pas. Mon père, il m'a entraîné à la dure, Rocky style, militaire. Ça m'a formé dans un sens. Dans un sens, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Dans un sens, ça m'a formé d'être la championne, la joueuse de tennis que j'étais, et la personne et la femme que je suis aujourd'hui. J'ai vécu des choses très dures, très difficiles, très douloureuses. Et je sais pas si j'étais entraînée différemment. Oui, j'avais le don. C'est sûr que je pouvais jouer au tennis très bien depuis le premier jour. Est-ce que si j'étais entraînée différemment, je sais pas. Et justement, aujourd'hui, tout ce que tu as vécu dans tes expériences et notamment dans la transmission que tu veux amener à des jeunes joueuses comme ton expérience en Fed Cup, ou peut-être que tu as envie d'entraîner aujourd'hui ou de transmettre en tout cas ça, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et qu'est-ce que tu veux surtout pas reproduire dans ton suivi de ces joueuses-là? Ouais. Moi, à l'écoute. Quand je travaille avec quelqu'un, soit si j'entraîne, si du mentoring, managing, en vice-capitaine du Fed Cup, qui est aujourd'hui le Billie Jean King Cup, c'est observer, regarder, écouter, apprendre et voir comment je peux aider cette personne à être la meilleure version d'eux-mêmes, d'emmener dans tout ce que je fais, d'emmener le cœur du Seigneur avec l'amour, mais de pouvoir dire la vérité quand il faut, parce que je pense qu'un entraîneur, c'est important d'avoir cet équilibre, de savoir, des fois, il y a des moments où il faut écouter. Parce que oui, des fois, on passe des moments durs, des mauvaises journées, ou quelque chose qui ne va pas, que l'athlète puisse se sentir en sécurité, qu'il puisse venir te parler, te dire tout, et comme ça, on peut l'aider. Parce que c'est pas que l'entraînement, c'est pas que taper les balles, c'est pas que faire la musculation, c'est le côté mental aussi et émotionnel. Parce que quand on est bien dans notre tête, quand on est stable émotionnellement, ben on va être encore plus fort dans notre sport et dans ce qu'on fait. Donc moi, j'essaie toujours de transmettre toujours cette écoute, cet amour, mais savoir aussi quand est-ce que c'est les moments où il faut pousser l'athlète. Il y a un équilibre parce qu'il y a des fois, je me rappelle très bien après quand je me suis entraînée avec d'autres coachs de tennis ou même préparateurs physiques, où des fois, j'avais pas envie de le faire, mais comme ils savaient qu'ils pouvaient me pousser et que ces jours-là, j'arrivais à faire des choses que je ne savais pas que je pouvais faire, bah, je m'étonnais moi-même. Et ça m'a donné plus de confiance. Plus de confiance en moi, plus de confiance en mes capacités, de pouvoir dépasser mes limites, d'aller encore plus loin, encore plus forte, encore meilleure. Donc, il y a un équilibre et de connaître l'athlète, de connaître la personne avec qui on travaille pour pouvoir l'aider au mieux. Et est-ce que ça voudrait dire, selon toi, que peut-être pour pousser cette réflexion, que l'humain va être plus important que le sportif, peut-être à certains moments? Tu as parlé aussi
On en a parlé aussi de ce qui s'est passé pour toi, de tes 12 à tes 18 ans. Est-ce que ça veut dire qu'à un certain moment, il faut peut-être mettre le côté performance sportive de côté et dire, OK, on va s'intéresser à l'humain et on va t'aider à te construire toi d'abord en tant qu'être humain avant éventuellement de devenir un champion ou une championne? Moi, je pense on peut toujours regarder le côté humain et il faut jamais l'oublier. Travailler ce côté humain pour être la meilleure personne qu'on peut être, c'est de ne pas tricher, de ne pas couper les coins, etc. De toujours donner 100% de soi-même, toujours avoir une bonne attitude, toujours. Il y a toutes ces choses-là quand on fait du sport. Il y a toujours le côté humain tous les jours dans tout ce qu'on fait, et c'est très important de ne jamais oublier ça, parce que premièrement, on travaille avec quelqu'un, c'est un être humain qui a un cœur, qui a des sentiments, qui a des pensées, qui a un corps, qui est physique. Donc, toutes ces choses-là, il faut pouvoir les regarder et prendre soin holistically, en tout, tout le temps. Alors Marie, tu as dit le mot parfait dans cette émission, c'est holistique. Enfin, on t'avait pas proposé de le caser, mais tu l'as dit. Et en tant que aumônier et président fondateur de l'association Holistic Sport, je suis obligé de te poser la question parce que je ne sais pas si nos auditeurs se rendent compte de la profondeur, de la beauté de ce qui est en train de se passer. Je suis ému en entendant ton témoignage, et je me permets cette question. Comme tu as gagné Roland-Garros en 2000, est-ce que c'est parce que tu avais comme coach ton papa céleste? Parce que nous, les chrétiens, on appelle Dieu notre Père. Et est-ce que ça a changé tes motivations? Complètement. Quand je suis devenue chrétienne à 25 ans, en fait c'était au mois de mars en 2000, j'ai tout de suite compris que c'était le plan de Dieu que je joue au tennis. C'était pas le plan de Marie. Marie avait autre chose. Elle lui est pédiatre. Mais le plan de Dieu, c'était que je jouais de tennis et que je voulais le faire pour lui. Et je voulais donner le maximum dans tout ce que je faisais tous les jours, dans mes entraînements, mes compétitions, tout le temps. Et aussi, ça a enlevé toute la pression, la stress. Parce que quand je suis arrivée à Roland-Garros, quelques mois après, c'était le tournoi toujours le plus difficile en tant que Française de jouer, parce qu'on a beaucoup plus de pression, d'attente, de stress, de médias, de fans, de tout le pays qui attend qu'on gagne, etc. Donc, c'était très, très dur de gérer toutes ces émotions-là. Et cette année, j'arrive à Roland-Garros, sereine, complètement transformée de l'intérieur et différente. Et ça se voyait même sur mon visage que j'étais quelqu'un d'autre. Et avec les matchs que je gagnais, j'allais sur le terrain me disant, j'ai rien à m'inquiéter, parce que c'est Dieu qui est en contrôle de tout, pas moi. Et je me rappelle, les journalistes, après les matchs, m'interviewaient, ils disaient, waouh, Marie, tu es différente, tu as l'air beaucoup plus sereine sur les points importants, tu t'énerves pas, etc. sur le terrain. Est-ce que tu as fait de la sophrologie? Qu'est-ce que tu as fait? Je dis sophrologie, je connaissais même pas ce que c'était à l'époque. Je dis non, je n'ai pas fait. Je dis non, c'est juste, c'est Dieu qui est en contrôle maintenant, pas moi. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, voilà, je suis chrétienne, je crois en Jésus, et maintenant quand je vais sur le terrain, je donne 100% de moi-même et je prends sur le terrain. Les résultats, j'ai pas de contrôle. Donc, ça a enlevé tout le stress et la pression que j'avais avant. Donc, j'étais libérée quand j'étais allée à Roland-Garros en 2000 pour pouvoir jouer mon meilleur tennis, et j'ai remis tout entre les mains du Seigneur. J'ai dit, voilà, c'est ta volonté, pas la mienne. Donc, j'étais capable d'aller sur le terrain sans cette stress et cette pression que j'avais avant. Avant d'enchaîner, enfin de clôturer cette émission par le speed dating, moi j'ai une dernière question. J'ai lu aussi quelque chose qui m'a interpellé, et je voulais faire que ça fasse écho à ton présent, à maintenant. Tu disais, j'ai envie de faire quelque chose qui touche le cœur des gens et qui a un impact positif dans leur vie. Quels sont tes projets maintenant
parce que c'est peut-être un peu tard pour devenir pédiatre, mais est-ce que, Oui, ça c'est sûr. est-ce que, enfin, si tu as envie de nous les partager d'ailleurs, hein, mais comment est-ce que tu te Oui. projettes là sur ce que tu as envie de faire? Et puis après, on laissera Joël sur le speed dating, mais ça nous intéresse. Oui. Oui, merci beaucoup. C'est une excellente question et je sens que là, en ce moment, dans ma vie aujourd'hui, je suis dans une phase de transition de ce que je faisais avant et que maintenant je sens que voilà, Dieu m'appelle à faire autre chose. Et exactement, je sais pas encore. Je sais que j'ai une idée de livre ou plusieurs livres à écrire parce que je pense que mon histoire peut aider les autres. Je peux vivre pour les autres, pour aider les autres. Et je sais que je suis pas la seule, malheureusement, de ce que j'ai vécu, que je sais que même aujourd'hui, il y a des personnes qui écoutent maintenant, qui vivent ce que j'ai vécu ou des choses similaires. Et je suis désolée. Et vous n'êtes pas obligé de vivre des choses comme ça. Et je sais que vous pouvez avoir de l'aide et sortir de votre situation. C'est pas obligé de continuer comme ça. Donc, voilà, ma vie, c'est pour aider les autres de ce que j'ai vécu et les différents projets en tête. Mais je prends le temps pour bien me poser et réfléchir et prier. Voilà ce qui est devant. Mais c'est sûr, tout ce que je veux faire, c'est exactement comme ce que tu as dit. C'est dans tout ce que je fais. C'est toucher les cœurs, aider les autres et voir leur vie changer pour le mieux. Merci, vraiment, merci beaucoup. Et puis, on veut aussi mettre à l'honneur cette femme qui a discerné aussi chez toi ton mal-être et qui est venue aussi te chercher là où tu étais pour proposer des solutions concrètes. Et on critique suffisamment les instances, les fédérations Le monde du sport. et le monde du sport de manière générale. Et là, voilà, on a le regard d'une femme qui a eu cette sensibilité-là pour venir te sortir de là. Et on veut aussi saluer cette sensibilité et ce cœur qu'elle a eu pour toi. Voilà, je laisse la place à Joël pour conclure cette émission avec le traditionnel speed dating. Un speed dating tout en émotion, parce que c'est aussi avec reconnaissance que je veux commencer. Reconnaissance pour Marie qui nous ouvre son cœur. Reconnaissance pour cette dame, mais aussi pour les instances du tennis. Reconnaissance pour les fédérations qui prennent le temps d'écouter les sportifs, qui apportent une attention particulière. Reconnaissance de ce que c'est cet amendement ait eu lieu et qu'il y a eu des évolutions. Et je pense qu'à travers tous les drames qu'il y a eu dans le monde du sport ces derniers temps, il faudrait qu'il y ait plus de prévention et de personnes qui soient en alerte. Et je pense que ça, c'est une interpellation que l'on peut lancer. Mais reconnaissant que ça existe, la reconnaissance aussi, c'est ce qui m'amène à partager sur le fait qu'on est amené à pardonner, parce qu'on est reconnaissant que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, et tu l'as dit, Marie. Et c'est quand on sait le prix que Christ a payé pour nous, qui n'étions pas mieux que les autres, qu'on ne méritait rien, qu'on peut être amené à pardonner les autres. Et le pardon, et pardonner, ce n'est pas cautionner le mal, ni l'accepter. C'est dire stop, comme dans ton histoire. Et ça nous rappelle qu'on avait fait une émission sur les agressions sexuelles dans le sport. Et de cette athlète, Rachel Den Hollander, qui avait vécu des abus avec le docteur Nassar en gymnastique et qui a su dire non et dénoncer et rentrer dans un processus de pardon. Mais il faut bien faire la distinction des choses, et qui a pardonné pour libérer l'autre, se libérer soi-même, mais qu'aussi il y a un acte de justice qui doit être rendu et qu'il y a des décisions fortes qui doivent être prises. Et reconnaissant parce que c'est Dieu qui produit ce miracle en nous. Quand les disciples de Jésus étaient auprès de leur coach, il leur a donné ce conseil de pardonner 7 fois, 70 fois. Et quand l'autre avait fait du mal, ce que certainement tu as dû vivre au cours de ta carrière, et les disciples ont eu cette phrase en disant « Mais comment c'est possible ?
augmente notre foi. Et c'est là que le miracle se produit, c'est quand on se met à genoux et qu'on dit c'est pas possible, mais Dieu, toi tu peux faire cela et rends l'impossible possible. Et c'est ce que tu nous as exprimé, Marie, avec ton magnifique témoignage. Et je voudrais te remercier du fond du cœur pour ce que tu as partagé. Et je suis convaincu que des milliers d'auditeurs seront touchés par ce que tu as partagé. Alors un grand merci. Et ce que Christ a fait pour toi, je sais qu'il l'a fait pour moi parce qu'on a beaucoup de choses en commun tous les deux. Et il est capable de le faire pour des milliers de personnes et des millions de personnes encore aujourd'hui. Alors, nous voulons être reconnaissants pour ce message d'espérance et de réconciliation. Merci. Merci Joël pour cette belle conclusion. J'ai presque honte d'en rajouter après ça. Voilà, et merci à toi Marie d'avoir livré ton cœur aussi. C'était très touchant. C'était bouleversant aussi de pouvoir, de sentir aussi cette émotion palpable. D'avoir cette espérance aussi, justement, avec le décès de ton père qui s'est justement déroulé, puisque il a vraiment eu cet espoir à la fin de sa vie. Donc merci à toi pour tout ça. N'hésitez pas à partager cette émission, nos auditeurs, si ce témoignage vous a touché. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission avec encore plein de belles choses à découvrir, de belles histoires de sport et des choses touchantes. Donc à dans 15 jours. Prenez soin de vous. À très bientôt.